Bonjour les amis, aujourd'hui, écoutez bien, il a déjà le nom d'une star. Déjà, ça commence bien, sachez-le. Mais en plus, il est en train de devenir une star dans l'industrie. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est dans l'industrie du marketing de réseau depuis 6 ans et demi, les amis. Mais écoutez bien, ex-professionnel de basket. Il va vous en parler dans un instant. Il a plus de 3500 personnes dans sa team et il fait des mois actuellement à 10 000 € par mois. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir monsieur Hugo Sanchez. Comment vas-tu, Hugo? Ça va très bien, Michel, et toi? Ben, écoute, ça va super bien. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. On s'est vu la dernière fois à Spartacus. Sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Ancien professionnel de basket, je veux tout savoir. D'où tu viens, comment tu es tombé dans le basket et surtout comment tu as rencontré l'industrie derrière. Bah, écoute, avec grand plaisir. Déjà, merci pour Avec l'invitation. C'est plaisir. un grand honneur de pouvoir faire cette interview avec toi. Je te connais déjà depuis que j'ai commencé le networking. Comme tu as pu le dire, pardon, j'ai 25 ans. Ça fait 6 ans et demi maintenant que j'ai démarré cette industrie. Avant ça, j'étais basketteur professionnel. Moi, je suis originaire de Besançon, en Franche-Comté. Donc, le basket, c'était vraiment le plan A. C'était ce que je voulais faire. J'ai commencé le basket, j'avais, je pense, 7 ans. À la base, je faisais du handball. Et en fait, c'est mon grand frère qui commence le basket quand j'ai 5 ou 6 ans. Et je tombe amoureux de ce sport. Et mon premier entraînement à l'âge de 7 ans, je me dis directement, dès mon premier entraînement, je rentre chez moi et je dis à mes parents, je veux devenir professionnel. Alors, bien évidemment, c'était un rêve d'enfant au départ, mais ça s'est concrétisé avec les années puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait pour devenir, on va dire, joueur de haut niveau. Je suis passé par un centre de formation à Strasbourg, ce qui était déjà une très grosse étape pour quelqu'un qui vient de Besançon, parce que la Franche-Comté, c'est une des régions au terme de basket où il y a le moins de licenciés, où il n'y a pas forcément de gros recruteurs qui viennent, etc. Ça commence à changer un petit peu avec les années, mais à mon époque, je dis à mon époque déjà, mais il n'y avait pas forcément, on va dire, cette reconnaissance de la région pour une terre de basket. Donc c'était déjà une grosse étape de partir à Strasbourg, qui était un gros centre de formation. J'ai gagné mon premier titre de champion de France là-bas. On a gagné la Coupe de France ma première saison. Premier match devant plus de 7000 personnes à l'Accor Hotel Arena. Ils venaient de Incroyable. où ils ont inauguré l'Accor Hotel Arena et on a gagné la Coupe de France là-bas. Donc, on a été champion de France. C'était une expérience incroyable. Avant même de faire des scènes dans le MLM, j'avais déjà fait des matchs devant 5-7 000 personnes. Donc, c'était En fait, déjà avec. ça t'a préparé à la suite, en fait, à l'après-carrière sportive. Exactement. Et donc, je signe mon premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans. Donc, en 2018, je pars dans le nord de la France, au Portel. Et en fait, au bout de 3 mois, je me pète le genou, je me fais les croisés. Donc, fin de saison, Ah, je sais, c'est, je suis c'est, le pote. c'est... Voilà, Voilà. voilà, voilà. J'ai rien dit, j'ai rien dit. On doit te le sortir tout Je, le temps. je le dis toujours, je suis le pote dans le groupe de potes qui devait devenir pro, mais voilà, les croisés. Mais j'étais professionnel. Moi, je suis Ouais, devenu professionnel et j'ai fait les croisés. ouais. Et donc, ça a été le vrai premier gros coup de massue pour moi, puisque je commence ma carrière et directement la pire blessure qu'un sportif de haut niveau puisse se faire, je me la fais en 3 mois, fin de saison. Et j'attends du coup mon opération. Je ne sais pas forcément ce que je vais faire. J'ai beaucoup de discussions avec mon agent qui me rassure pas du tout en plus à l'époque en me disant bah voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, si le club va te garder, on ne sait même pas comment tu vas te remettre de ta blessure. Et je commence un petit peu à me poser la question, si le plan A fonctionne pas, quel serait mon plan B? Et moi, j'ai tout misé sur le basket. J'ai fait un Ouais. all-in dessus. J'ai passé mon bac parce qu'en centre de formation, c'est obligatoire. Il y a un devoir de retour également scolaire, de réussite scolaire, mais j'avais pas forcément nécessairement d'ambition de carrière dans d'autres domaines. Et au même moment où tout ça se passe, j'ai un ami à moi avec qui, bah, d'ailleurs, on a été champion de France à Strasbourg ensemble, qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, ça fait plusieurs mois, une invitation, mais tellement classique en plus, qui m'invite et qui me dit, voilà, j'ai commencé un business, voilà, une opportunité il y a quelques mois. J'aimerais juste en parler, tu me donnes ton avis et après, tu en fais ce que tu veux. Et du coup, il m'introduit donc à Guillaume Place, que tu connais très bien maintenant, et qui me présente du coup notre première compagnie. Et c'est la première fois, moi, j'avais jamais recherché cette information-là. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis dans le secteur du service, d'accord, dans le marketing de réseau. Et donc, du coup, il me présente tout ça, il me parle d'investissement, il me parle d'entrepreneuriat, etc. Et j'étais tellement loin de tout ça que j'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris à sa présentation. Mais comme je dis souvent à Guillaume, j'ai rien compris, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Donc en réalité, je me suis dit, j'étais à un tournant dans ma vie où en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire ni ce que je pouvais faire.
parce que toute ma vie, je m'étais juste conditionné à être basketteur. Et là, on va dire, c'était un petit peu en suspens et j'avais plus le point d'interrogation à ce niveau-là dans ma carrière. Donc je me dis, le hasard, ça n'existe pas. J'étais dans une période très sombre de ma vie où je me posais beaucoup de questions, j'avais pas mal d'idées bizarres, etc. Et je me dis, c'est pas un hasard si cette opportunité-là, elle arrive sur la table maintenant. Donc je me dis, au pire, j'essaye, je vois ce que ça donne. Au pire, ça me plaît pas, mais je pourrais dire que j'ai essayé parce que je préfère essayer et me dire que ça me plaît pas plutôt que de me poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé? Ouais, bien sûr, Donc, tu voulais pas avoir des regrets, quoi, en fait. exactement, exactement. Je me suis dit, si j'avais écouté les autres, si je pouvais devenir basketteur pro ou pas, j'aurais jamais fait ça, fait cette carrière. Donc, je me dis, je vais me faire mon propre avis, ma propre expérience. Je vais y aller et on verra ce que ça donne. Et en 24 heures, à peine, tout a changé. Je me suis pris un shot de vision du coup sur l'investissement. Bah, du coup, je suis dans le secteur du trading et donc du coup, je découvre ça. Et moi, j'étais à des années, mais des années-lumière de ça. On passe quand même du monde du basket au monde des Bien marchés. sûr. Voilà, on est quand même sur une corde assez raide. Et en fait, je me dis, si je comprends ça, ça peut littéralement changer ma vie. Et le jour d'après, parce que le fun fact, c'est que Guillaume ne m'a pas présenté la partie marketing de réseau quand il m'a présenté l'opportunité. Il m'a uniquement dit, bah voilà, aujourd'hui, tu peux t'éduquer, tu peux te former, tu peux apprendre ce que c'est que le monde du trading, la crypto, etc., l'éducation financière. Et donc, je décide de me former là-dessus la première nuit et moi, je me mets à découvert pour démarrer parce que c'est les seuls euros qui me restent sur mon compte en banque. Donc, je me dis, j'ai pas le temps parce qu'il y a un abonnement mensuel. Donc, la seule manière pour moi de continuer, c'est de faire de l'argent très vite sur les marchés et donc de comprendre. Et donc, toute la première nuit, je regarde toute l'académie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je prends tellement un shot de vision que le lendemain, je passe même plus ma journée à me former, j'appelle tous mes amis. Dès le lendemain, sans même savoir que le MLM existe, j'appelle tous mes amis et je leur dis, on va devenir riche. Bon, bien évidemment, je leur ai dit D'accord. n'importe quoi. Tu savais même pas que ça s'appelait du marketing de réseau, du MLM, tout ça. Tu avais Non, compris non, le principe déjà du parrainage ou non, 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 ils m'en avaient pas parlé, en fait. Pour moi, c'était juste, j'appelais mes amis pour leur dire, on va faire un truc ensemble. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, c'était ça un peu ma mentalité. Mais il n'y avait pas cette idée de je peux parrainer des gens ou je peux générer des revenus là-dessus. Je le faisais vraiment avec la mentalité gratuite pour le coup. et du coup, en leur disant ça, t'as quoi? T'as éveillé la curiosité, ils voulaient tous savoir ce que tu faisais? C'était extraordinaire parce que j'ai eu un marché chaud super réceptif, mais du coup, en fait, ça m'a un peu fait paniquer parce que je me suis rendu compte par la même occasion que j'étais incapable de présenter mon opportunité. Donc, j'appelle Guillaume dans la foulée et je lui explique que j'ai 10 amis qui souhaitent avoir une présentation. Et moi, vraiment, toujours dans cette mentalité de je le fais gratuitement, je le dis vraiment naïvement à Guillaume et je le dis, bah, je les envoie vers toi, tu leur présentes et puis voilà, tu les lances comme tu m'as lancé hier, etc. Et puis, tu fais ton truc et comme ça, si tu peux me mettre Oui, dans toi, avec tu te eux. dis pas dans ta tête, il y en a, ils vont démarrer, il y en a qui vont pas démarrer. Ah, T'as c'est pas ça. ces blocages-là pour l'instant. Aucun. Et en fait, Guillaume, il tombe un petit peu de sa chaise parce qu'il me dit d'où tu sors, quoi, en gros. Et je lui dis, Ouais. bah, j'ai terminé l'académie trading cette nuit, etc. Il me dit, mais tu as démarré hier à 18 h, il est à peine 16 h. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, je lui dis, écoute, j'ai pas le temps. Donc, voilà, j'avance vite. Et il m'explique du coup ce que c'est que la partie MLM. Et là, je tombe moi-même de ma chaise parce que je lui dis, donc si je comprends bien, là actuellement, je suis en train d'apprendre et de m'éduquer à faire plus d'argent. Si je peux permettre à des gens de mon entourage, voire même des gens que je connais de plus loin, voire même carrément des gens que je connais pas, à apprendre les mêmes choses que moi et à apprendre à faire plus d'argent, je peux faire plus d'argent. Et ainsi de suite. Il m'a dit oui, c'est ça. Et donc, étant donné que je suis français, Michel, bah, ma première réaction, c'est de lui demander pourquoi c'est une arnaque, ce qui m'a fait démarrer. Et il me dit non, 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 pas du tout. Non, non, tu n'y es pas du tout, tu es loin du compte. Et donc là, il m'explique. Et il me fait une formation vraiment MLM, où il m'explique le principe, Ouais, bien sûr. l'historique de MLM, comment ça a été créé, etc. Et là, je lui dis, OK, je te fais confiance, on y va. Et là, en fait, c'était 3 jours avant de me faire opérer des croisés. Mon premier mois, je l'ai passé à l'hôpital et on faisait des présentations pendant que j'étais dans mon lit d'hôpital après mon Incroyable. opération. J'avais pas le choix parce que j'étais en sportif de haut niveau, donc il y a tout un programme de réhabilitation une fois que tu te fais opérer, parce que c'est pris en charge par les clubs, etc. Donc le premier mois après l'opération des croisés, tu le passes dans un centre de rééducation. Donc j'étais dans le nord, à Berck, et du coup, 8h, 18h, j'avais tous mes programmes de soins, et le soir, avec Guillaume, bah, du coup, on faisait les présentations, etc. En même temps, la nuit, je dormais peu pour me former, regarder les vidéos, continuer à m'entraîner, à placer des choses sur les marchés. Et je crois qu'en 3 semaines, j'avais ma première position à 600 dollars mensuels, ou c'était 500 dollars mensuels, je ne sais plus exactement, la position de business builder dans notre première société. Et j'avais une quinzaine de collaborateurs.
Et pendant un an, j'ai gardé cette position parce que j'ai fait l'erreur de penser que le business, c'était facile et que parce que j'avais fait ma première position en 3 semaines, ça allait très bien se passer. Pendant un an, j'ai dû apprendre à comprendre le business, faire ma rééducation en même temps, à comprendre aussi les services et tous ces domaines-là. Pendant un an, ça a un petit peu stagné, mais en réalité, juste j'apprenais. Et j'ai repris le basket, j'ai re-signé un contrat professionnel à l'été de cette même année. Je suis parti à Nancy, j'ai repris ma carrière. Et fin d'année 2019, on décide de rentrer dans une autre société, on décide de partir de notre première compagnie et d'arriver dans une deuxième. Et c'est là que tout a changé. Tout a changé, tout a explosé pour moi. Je suis devenu rentable également sur les marchés financiers et j'ai fait mes premiers 6 chiffres en à peine 5 mois sur les marchés financiers. Un an de travail acharné qui ont payé en l'espace de 5, 6 mois. Mon équipe, elle a explosé puisqu'il y a eu le Covid. Donc, on est passé de 3 à 5 membres à environ près d'une centaine. Ah, ils étaient tous chez eux, Donc, là, le premier confinement. voilà, exactement. Et pendant le Covid, c'était extraordinaire. Et après, ça a déroulé sur les années qui ont suivi. En 2022, on a eu une grosse crise, ma première vraie crise dans le MLM, beaucoup d'apprentissage. Mais là, aujourd'hui, on est, comme tu le sais, dans une nouvelle expérience qu'on a lancée il y a près de 90 jours. Et on a fait un ATH, on a doublé, voire même triplé l'organisation en l'espace seulement de 30 jours sur ce Incroyable. nouveau En parlant lancement. d'ATH, les gens ne le savent pas, mais on Oui, oui. réalise l'interview là, le lendemain de l'ATH à 123K du Bitcoin. C'est incroyable. Exactement. Et bientôt pour celui de l'Ethereum. Celui-là, au moins, je l'aurai, Ah je oui. l'aurai, je l'aurai call sur notre appel. Ah, c'est Comme beau. Oh non, tu pourras la ressortir, celle-là. C'est voilà, beau. Mais il va y en avoir exactement. tellement des ATH de toute façon que Ouais, ce n'est exact. que le début. Moi, je voudrais Exactement. savoir, Hugo. Alors, j'ai bien compris que le sport t'a aussi conditionné, éduqué, à performer, à sortir de ta zone de confort, etc. Euh, mais je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi, par exemple, ta journée type de travail? Parce que les gens, des fois, ils sont à des années-lumière, ils pensent dans leur tête qu'ils sont motivés, mais réellement, sur le terrain derrière, alors, il n'y a pas grand-chose. Donc, si tu pourrais nous dire un petit peu, c'est quoi ta journée type sur le terrain? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tout est planifié? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est un mix des deux? C'est quoi? Alors déjà, ça va dépendre de le caractère de ma semaine. Par exemple, là, je suis en tournée, donc ça veut dire ça sera pas, on va dire, vraiment relatif à ce que je peux vivre tous les jours. Ouais, Là, actuellement, je suis en tournée de 3 mois et je suis sur le terrain à l'étranger. On fait 5 pays différents pendant la tournée. Donc pendant la tournée, on va dire les plannings, c'est un peu plus différent puisqu'on va beaucoup être en physique avec les équipes et c'est plus aussi en fonction des personnes, comment ils travaillent, etc. Donc là, actuellement, je suis aux Pays-Bas, mais par exemple, quand je suis pas en tournée, le matin, en règle générale, je fais toujours en sorte d'avoir du temps pour ce que j'ai à faire moi personnellement. Que ce soit prospection, que ce soit la création de contenu, que ce soit même les choses de la vie de tous les jours en réalité que je dois faire. Et je vais vraiment préparer aussi tout ce que je dois faire, par exemple, dans la journée ou dans la soirée. En général, midi, et je peux même avoir des rendez-vous en réalité le matin en période de rush, en période vraiment de gros, gros rush et de momentum. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas de midi, il n'y a pas de soir, il y a juste des heures. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que c'est. Il n'y a pas vraiment de moment de la journée. On aimerait d'ailleurs avoir 28, 27 heures dans une journée quand on est en momentum pour avoir plus de temps. c'est sûr. Mais voilà. Mais sinon, voilà, en général, ça va commencer aux alentours de 11 heures midi les premiers rendez-vous. Et après, en réalité, ça peut terminer à du 2, 3 heures. Bah, tu vois, là, je suis en tournée, comme je t'ai dit. Hier j'ai fini, il était 4h30 avec le leader du coup que j'ai sur place aux Pays-Bas. On a fait le game plan des 6 prochains mois, plus le planning de la semaine là qu'on va vivre ensemble aux Pays-Bas avec tous les membres, les leaders et les distributeurs. Donc, on a fait les plans jusqu'à 4h30 du matin. Donc, en fait, j'appelle ça la vie sans filet. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai pas vraiment de moment où je sais que je m'arrête. Ça veut dire, je m'arrête quand j'ai fini. Mais je m'arrête pas quand j'ai décidé dans mon planning de me dire à cette heure-ci, j'aurai fini et j'irai me coucher. J'arrête quand j'ai fini. Donc, voilà. Et tu retrouves dans le marketing de réseau cette passion que tu avais dans le Mais basket? totalement. En fait, c'est la même passion déclinée sous différentes choses. C'est-à-dire, dans le sport de haut niveau et même dans le basket, du coup, il y a cette passion de la performance. C'est-à-dire, chaque match va être différent, chaque entraînement va être différent. On sait qu'on va être meilleur à l'entraînement qu'en match. La passion de l'esprit d'équipe, du leadership, ces choses-là, le fait de vivre des choses, des expériences, des échecs comme des victoires avec un groupe de personnes
et que ça va nous souder, c'est-à-dire on va célébrer les moments de victoire et on va se serrer les coudes dans les moments de défaite. C'est que des choses que j'ai retrouvées dans le MLM. Donc, cette passion-là, elle est restée. Et en fait, j'ai juste fait une transition en réalité parce que bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on fait des trainings membres, bah, on va être meilleur qu'en event. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se jauger aussi pendant les events. Donc, chaque événement va être différent. Donc, chaque performance va être différente. Dans les momentum, on va se souder les coudes avec les leaders pour remonter la pente. Dans les momentum, on va célébrer le fait qu'on s'est ressoudé pendant les momentum. Donc, en fait, cette mentalité de sportif de haut niveau et même ce quotidien de sportif de haut niveau, de performeur, en réalité, on le retrouve dans le MLM et c'est ça que Ouais. j'adore. Je pense pas me tromper en te demandant si tu te développes personnellement. On est Ouais, d'accord? ouais, bien Toi, sûr, je toi, me développe. toi, t'es plus livre, podcast, audio, biopic, un mix de tout. C'est quoi? Comment tu fonctionnes au niveau du développement? Alors, moi, je suis plus audio de Ouais, base, audio et biopic, mais forcément, ma zone d'inconfort, c'est les livres. ok. Et donc, le truc, c'est que beaucoup de gens sont beaucoup plus lecture. Et si je dois montrer l'exemple, et surtout si je veux montrer la voie aux gens, je suis obligé à un moment donné d'aller à l'encontre de ce qui est confortable pour moi. Et donc, au début, j'ai d'abord privilégié de lire des livres sur le développement personnel. D'ailleurs, au final, les plus grosses avancées personnelles que j'ai eues dans mon développement personnel, ça a été dans des livres. Donc, c'est aussi ce que je dis à mes équipes. Mais du coup, moi, je suis plus quelqu'un qui écoute et je retiens beaucoup plus ce que j'entends plutôt que ce que je lis. Donc, Ouais, j'ai tendance plus à écouter des podcasts ou alors des livres audio, des e-books. Mais je lis aussi, j'essaye vraiment de me discipliner par rapport à ça parce que la plupart des gens, eux, sont plus lecture. Donc, du ouais. coup, j'essaie vraiment d'être polyvalent à ce niveau-là. Et les biopics, j'adore. Alors peut-être que tu aurais un biopic à nous recommander, un livre et un audio. Alors, comme biopic, ça va peut-être un peu paraître cliché, mais The Last Dance Ah sur oui, Netflix mais oui. de Michael Jordan. Et Michael Jordan, incroyable. C'est très Voilà, compétiteur, Michael Jordan. Dans tout. exact. T'as vu Et- quand il fait avec les masseurs, là, je sais pas qui c'est, il joue à un jeu là où il lance un dé, je crois, contre le mur. C'est un truc de Ouais, fou. c'est ça. C'est avec sa sécurité personnelle. C'est C'est avec sa sécu personnelle, ouais, ouais. C'est avec le gars qui l'a suivi toute sa carrière. Ils font des lancers et ils parient de l'argent. ah Et ouais, il parie de l'argent tout le temps, Michael Jordan, juste parce que c'est un compétiteur. Donc en biopic, je dirais lui. Après, des biopics excellents, il y en a beaucoup. Il y a celui de Conor McGregor aussi ouais, très bien, très que bien. j'ai beaucoup apprécié. Après, j'en ai vu plein. Tony Parker, Evan Fournier. Après, j'ai beaucoup regardé au niveau du basket. Là, dernièrement, j'ai regardé celui de Carlos Alcaraz sur Netflix. Ah, Tennis, ouais, incroyable. Qui a gagné là génial d'ailleurs. Il a gagné Roland Garros. et extraordinaire, vraiment. J'adore sa mentalité. D'ailleurs, elle est un petit peu différente ça se voit que c'est un talent pur et Ouais, t'as qu'il a vu, il est dans le travaillé détachement, lui, complet, hein. personnellement. Et il a encore beaucoup de travail personnel à faire. C'est ça Pas qui du est tout génial. comme Nadal, par exemple. Totalement C'est ce pas qu'ils du mettent tout. en avant dans le biopic. C'est ce qu'ils C'est- mettent en avant, le fait il a pas encore cette mentalité de tout sacrifier. Et Ah, donc, quand on voit déjà le talent que c'est, alors qu'il n'a pas encore cette mentalité, le jour où il va réussir à faire le switch, s'il y arrive, je lui souhaite, ça va être, je pense, le plus grand tennisman de l'histoire. ouais, je pense aussi. Donc ça, c'est pour les biopics. En livre, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup apporté, surtout personnellement, mais c'est Les Quatre Accords Toltec. C'est un livre qui m'a appris, pas forcément à mieux me comporter avec les autres, mais à mieux me comporter avec moi-même. C'est plus un livre sur la communication intérieure, le fait de toujours avoir une parole impeccable envers soi-même, de jamais supposer, de pas forcément avoir d'attente, de toujours, on va dire, faire de son mieux, etc. C'est un livre que j'apprécie beaucoup. Euh, Sinon, toujours dans ce développement personnel, comment se faire des amis, pour moi, c'est une référence. Dale Après, Carnegie. exactement. Après, dans l'aspect business, pour moi, en anglais, il y a Building an Empire que j'apprécie énormément. GoPro, qui pour moi est une référence quand on commence. Après, forcément, quand on va avoir une certaine longévité dans le MLM, il faut tendre vers d'autres choses. Mais je pense que pour s'introduire au monde du MLM, il y a pas mieux que GoPro, déjà pour casser certaines barrières. Déjà, Ouais, rien que dans le premier chapitre, quand il dit que quelqu'un de 20 ans, il connaît environ 7000 personnes, ça casse cette barrière limitante de moi, je connais pas beaucoup de monde, etc. J'ai pas forcément de personnes qualifiées dans mon entourage. Donc ça, c'est pour les livres. Et en audio, bah, en fait, moi, j'écoute beaucoup de livres directement, mais plus des livres.
porté sur le business, plus sur les entreprises, etc., comme le livre du préparateur, je crois que c'était le préparateur mental de Michael Jordan et de Kobe Bryant, etc., qui a fait un livre extraordinaire. Celui-là, je l'ai écouté. Pareil aussi sur l'ex-PDG de Nike, etc. Enfin voilà, il y a certains domaines, par exemple pour les audios et les podcasts, je vais plus m'orienter sur des entrepreneurs vraiment à succès. Et d'ailleurs, là, en ce moment, j'écoute beaucoup Patrick Bet-David, PBD. Et en septembre, on va avec nos leaders à sa conférence, à sa convention à Orlando, The Vault. Incroyable. On a fait un challenge du coup pour emmener les plus méritants là-bas avec une de nos uplines américaines. Et ça va être énorme. C'est PBD, c'est juste quelqu'un d'extraordinaire que je respecte énormément, qui a vendu sa compagnie de marketing de réseau dans les assurances à plus d'1 milliard de dollars. Ça avait été jamais vu avant. Et il fait sa convention, du coup, il invite The Rock, il invite des Kevin Hart, des champions du UFC, etc. Mike Tyson, etc. Il invite du très, très gros, très, très gros personnage. Donc, ouais, ouais, des personnes comme ça, j'adore suivre. Alors, si tu aurais un challenge à nous partager, par exemple, parce que tu sais comment sont les gens ils font vite des raccourcis à les écouter. Voilà, je veux dire, personne n'a travaillé, ça a été de la chance, etc. Non, moi je le dis, Hugo, vraiment, s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il charbonne et qu'il lâche rien. Mais que les gens se rendent compte que toi aussi, ben, tu es passé par des moments de doute, un peu comme dans le sport d'ailleurs, hein, et qu'à chaque fois, tu t'es relevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui. Que les gens se rendent bien compte qu'on ne t'a pas déroulé un tapis rouge. Le plus gros challenge, alors, je peux en donner deux, parce qu'il y en a un, c'est plus dans mon secteur et un, du coup, forcément, dans le Ouais, MLM. C'est important. Dans le MLM, je pense que le plus gros challenge pour moi a été de comprendre que tout le monde ne va pas forcément être aussi loyal, tout le monde ne va pas être aussi compétitif que moi. ouais, Et notamment, bah, quand je te parlais de la crise en 2022, il y a eu, on va dire, pas mal de choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de mes top collaborateurs, les plus proches. Et c'était même pas de mon fait, j'avais absolument aucun contrôle sur ce qui se passait. Et donc, j'ai dû apprendre avec le temps, non pas à me détacher, mais à savoir que dans tous les cas, je dois tout donner aux gens avec qui je travaille. Toujours tout donner, le meilleur de moi-même, toujours me donner à 100%, mais comprendre que ma mentalité, mes objectifs, mes ambitions, ça m'appartient et je ne dois pas avoir d'intention pour les gens. Et que on va faire un bout de chemin ensemble. Aujourd'hui, je sais qui est les gens les plus proches de moi, qui sont les plus proches de moi, avec qui je vais faire des décennies et des décennies dans cette industrie. Et le reste des autres personnes avec qui je travaille aujourd'hui, si on fait toute la route ensemble, eh ben, je serai le plus heureux du monde parce que ça veut dire qu'ils auront réussi à se connecter à ma vision, à mon ambition, mais je ne peux pas avoir d'intention pour les gens. Et donc, quand quelqu'un quitte ton équipe, que ce soit quelqu'un qui est là depuis 1 mois, quelqu'un qui est là depuis 2 ans ou 3 ans, la majorité du temps, si toi, tu es sûr à 100% que tu as tout donné, alors tu ne dois pas prendre le crédit de son choix et tu ne dois pas te flageller pour la décision et les choix des gens. Et donc ça, c'est un des plus gros challenges que j'ai eu parce que moi, je suis quelqu'un de très loyal. Ça, c'est un truc que j'ai gagné avec le basket et que j'ai appris, c'est que dans la famille, pas la famille de cœur, pas la famille du sang, mais la famille qu'on choisit, on se serre les coudes et à table, on sort de table uniquement quand on a fini son assiette. Moi, c'est vraiment cette mentalité-là qu'on m'a inculquée dans le basket. Et donc, du coup, quand je voyais des gens partir, quand je voyais des top leaders, des top collaborateurs partir, j'avais l'impression de prendre ça comme une trahison. J'avais l'impression que j'avais mal fait les choses, etc. Alors qu'en réalité, je ne peux pas uniquement me blâmer pour les décisions des gens. Je dois me remettre en question pour savoir ce que je peux mieux faire à chaque fois, mais je ne dois pas me donner le crédit de toutes les décisions des gens. Et ça a été le plus gros challenge, et c'est ce qui a fait, par exemple, qu'en 2022, j'ai perdu 70% de mon organisation, que j'ai dû tout rebâtir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on se parle, si on doit faire le calcul un petit peu, on a fait un plus 400-500% de ce qui a été perdu en réalité en 2022. Et là, on est milieu 2025, donc on a bien remonté la pente. Et donc ça a été et dans ce moment-là, c'est dans ces moments-là qu'on augmente son leadership, les amis, je tiens à le préciser. Et je dis toujours, c'est pas quand tout va bien qu'on voit si on est un leader, c'est quand tout va mal. Et tu l'as démontré avec brio.
C'est ça. Et du coup, en plus, dans cette continuité-là, juste avant ce qui s'est passé niveau business en 2022, en 2021, fin 2021, j'ai perdu une très grosse somme d'argent qu'on m'a volée. Sur un compte d'investissement, il y avait à peu près un demi-million d'euros dessus. Et ça a été à 21 ans, ça a été une très, très grosse, euh, pas désillusion, mais ça a été un très, très gros moment de, pas de doute, mais de déception, puisque cet argent qu'il y avait sur ce compte d'investissement était destiné à mes parents, qui est un de mes plus gros pourquoi dans mon business et dans ma carrière. Et donc, ça a été un moment très, très T'as été difficile à. hacké? Comment ça s'est passé? Ouais, en gros, j'ai été victime de phishing. C'est-à-dire que, en gros, j'étais dans une base de données prioritaire de mon courtier et qui m'envoyait justement des mails un petit peu, on va dire, VIP, parce que justement, avec le capital que j'avais, etc. Et en fait, leur base de données VIP a été hackée. Et en fait, je me suis retrouvé à ouvrir un mail et en me connectant sur une fausse plateforme qui n'était pas Ah, celle du broker. tu pensais que c'était lui, vraiment, ok. Exactement. Et du coup, en fait, ils ont retrouvé, ils ont pris tous mes identifiants. Et c'était l'époque où il n'y avait pas encore toutes ces connexions à deux facteurs, Ah, etc. ouais. On pouvait encore faire des retraits en crypto sans avoir forcément de grosses confirmations de retrait. Et donc, du coup, en fait, ils ont tout retiré. Et malheureusement, ils ont retiré sur des cold wallets, donc sur des portefeuilles qu'on ne peut pas tracer. Et donc, du coup, encore. Et malheureusement, j'ai pas pu porter plainte contre le broker pour faute grave parce que l'action, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est Ah, moi ouais, qui me je suis vois. connecté. Donc, du coup, avec mes avocats, ça n'a pas donné suite. Et donc, du coup, à 21 ans, le fait de perdre un demi-million d'euros que j'avais construit de moi-même en partant d'une somme à trois chiffres. Et donc, du coup, c'est très difficile. Et pourtant, bah, aujourd'hui, on est toujours là. On a remonté la pente. Aujourd'hui, je suis toujours rentable sur les marchés. Donc, ça a été aussi dans mon secteur, dans mon industrie, directement, un gros challenge que j'ai eu à assumer aussi parce que c'était T'avais aussi. pas fait un truc sur YouTube par rapport à un témoignage sur. Je crois que j'avais vu passer chez un. je- Guillaume, c'est le podcast qu'on a fait avec Guillaume à Paris avec nos deux autres collaborateurs, Greg et Tom. C'est Ok. le podcast Spartiate qu'on a fait du coup. Ah ouais, c'est une histoire de fou. À 21 ans, t'as arrivé ça. Il faut avoir un gros mental derrière. En tout cas, bravo à toi. Et je suis sûr que 500K, ça fait mal, hein, forcément. Mais mentalement, ça t'a fait passer un cap, j'en suis convaincu. Et c'est dans des moments les plus douloureux comme celui-là, en tout cas financier, parce qu'il peut être aussi à notre niveau, la douleur est bien plus grave d'ailleurs. Mais c'est dans ces moments-là qu'on passe un cap. Si on se relève, c'est là où tu passes le cap que tu avais besoin. Et de ces 500K, tu vas en faire 50 millions. C'est ça qu'il faut regarder. Tu vois. J'en suis convaincu. Euh, si je dis pas de bêtises, tu as démarré le marketing de réseau à 18 ans et demi. Ouais, la veille de mes 19 ans, Ouais, exactement. ouais, La c'est ça. veille de mes 19 Tu vois? ans. Euh, aujourd'hui, tu as 25 ans. Mm. Et ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de jeunes aussi qui voient l'industrie. Il faut savoir une chose, c'est que à l'époque, je parle il y a 20, 30 ans, 40 ans, il y avait très peu de jeunes qui faisaient du marketing réseau. C'était beaucoup plus des quadras, quinquas, sexagénaires qui s'étaient mis au marketing de réseau parce qu'ils voyaient bien que le système traditionnel était erroné. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont vu leurs parents se sacrifier, se dire, OK, merci mes parents, gratitude. Mais par contre, je veux pas le même style de vie et donc on va utiliser des systèmes un peu différents, légaux mais différents. Euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui, à toi, de l'industrie du marketing de réseau? Je pense que le MLM a beaucoup évolué, même pendant les 6 ans où moi j'étais dans cette industrie. Je pense déjà qu'il y a eu un avant-après Covid. Ouais, ça, c'est sûr. Et j'ai beaucoup étudié aussi l'industrie d'avant, de quand moi j'étais pas encore dans cette industrie, etc., pour comprendre un petit peu les rouages. Je pense que les réseaux sociaux ont totalement changé le modèle C'est sûr. du MLM. Mais maintenant, je pense que le marketing de réseau, c'est une industrie qui est très balancée parce que avant Covid, les gens cherchaient beaucoup plus à suivre des modèles en termes de style de vie, en termes de réussite de ce qu'ils montraient. Le Covid, malheureusement, a ouvert la porte, pardon, à beaucoup de gens très mal intentionnés sur les réseaux sociaux, des scammers, des arnaqueurs, etc. Et qui, aujourd'hui, ont leur fonds de commerce uniquement à travers le lifestyle. Regardez ce que moi j'ai, ça me donne de la crédibilité à ce que je peux vous donner. Et donc, forcément, il y a eu une inversion, en fait, à un moment donné où les gens ne sont pas débiles. Donc, ils comprennent que quelqu'un aujourd'hui qui montre qu'un style de vie pour promouvoir un produit ou un service, c'est 99% du temps une coquille vide.
Et les gens sont à la recherche de modèles de compétences. Tu Et veux donc, dire par là, par exemple, ce qu'on peut voir, je ne sais pas si tu vas en venir là, hein, c'est une question que je te pose, mais bon, j'ai souvent ces retours-là, c'est pour ça. C'est-à-dire des gens qui font du lifestyle sur je sais pas, sur YouTube, sur peu importe les réseaux sociaux, qui ensuite font venir des gens sur des canaux Telegram et leur montrent des revenus de dingue, alors qu'ils ont des deals avec des brokers qui leur font gagner, qui gagnent ou qui perdent, tant qu'il y a des ouvertures de compte, 400, 500 euros à chaque ouverture. C'est ça que tu veux dire, hein, qu'on se ouais, le c'est dise. ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et tu as 100% raison. Et même je dirais, dans tous les autres domaines, c'est Ouais. valable aussi pour tous les secteurs. C'est le fait de montrer uniquement notre vie et l'aspect matériel de la réussite. Bah, la vérité, c'est que tout le monde peut mentir sur l'aspect matériel. Et donc, les gens aujourd'hui en sont conscients. Et donc, ce que les gens cherchent, en fait, ils cherchent d'abord à créer une confiance à travers le savoir, à travers la compétence. Et donc, du coup, je pense que ma vision aujourd'hui de l'industrie, c'est une industrie qui est beaucoup plus compétente, avec beaucoup plus de savoir. Et donc, du coup, ce qui fait que les gens aujourd'hui cherchent à suivre des gens qui savent, pas les savants, mais plutôt les sachants. Ouais. C'est-à-dire les gens recherchent du contenu où moi, ce que je duplique en tout cas à mes distributeurs, c'est la personne, quand elle arrive sur ton compte, elle doit se dire, j'apprends des choses gratuitement. Qu'est-ce qui se passe si je passe de l'autre côté en mentorat avec lui ou avec elle? Et donc, il y a une inversion de ce que recherche notre industrie aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est un modèle qui demande beaucoup plus de professionnalisme et beaucoup plus de savoir de par les distributeurs et les networkers qui veulent de la réussite. Et moi, j'adore. J'adore parce que on dit le temps met toujours les rois sur leur trône et les clowns dans leur cirque. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, notre industrie, elle demande beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup moins de juste justification de réussite à travers l'aspect matériel parce qu'on se veut que notre industrie soit de plus en plus légale, compliant, etc. et qu'elle puisse se diversifier beaucoup plus et qu'elle mette un petit peu de côté les gens qui mentent juste pour faire de l'argent, mais qui justement mettent en lumière beaucoup plus les gens qui savent, qui font ça avec les bonnes valeurs, mais surtout avec le bon savoir et les bonnes compétences. Donc j'ai plutôt cette vision-là de développer le professionnalisme de l'industrie et donc le savoir et les Ouais. compétences dans l'industrie. Mais tu parles aussi de l'éthique, et c'est vrai que tu as raison d'en parler, parce que dans l'industrie, tu en écoutes certains, ils disent je veux redonner le blason à l'industrie, mais avant de le redonner, il faut nettoyer, balayer devant sa porte. Et c'est très bien que tu partages ça, parce que malheureusement, il y a trop de gens ben, qui font du mal à l'industrie, et ça impacte négativement tout le monde. Et c'est ça la réalité aussi. En tout cas, bravo, parce que c'est un bel exemple de belles valeurs qui sont partagées à 25 ans en plus. Je précise pour les anciens là, qui regardent. Vous voyez qu'il y a des jeunes qui ont de Je belles sais que tu le valeurs. partages aussi, hein. Je sais que tu le partages aussi, Michel, parce que tu as créé quelque chose d'extraordinaire, toi, quand même. Je sais que les gens le savent peut-être, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais tu as créé quelque chose d'extraordinaire avec la blacklist. Du coup, avec ton site où on peut directement voir les différentes choses qui vont pas, te notifier aussi sur des sociétés ou alors des projets de MLM Exactement. ou des personnes, justement, des distributeurs qui font pas forcément les choses correctement. Et je le redis quand même, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César quand même en même temps. Mais ça aussi, c'est une très bonne chose et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes aussi à pouvoir avoir des bonnes références. Moi, je pense que si on met des règles, et qu'on fait le job pour que les règles soient respectées, même si des fois ça fait chier parce que si, parce que là, mais parce que c'est pas évident, attention. Si on met des règles, pourquoi en France ça va mal aujourd'hui, la France et l'Europe? Parce qu'il n'y a plus de règles, c'est le bordel absolu. Il n'y a plus de valeur, tu parlais de valeur. Tu vois l'histoire tu t'es à table, tu manges, tu sors quand ton assiette est finie et que les autres ont terminé aussi. C'est dans les valeurs. Maintenant, chacun mange de son côté. C'est un bordel absolu. Alors, je ne suis pas dans l'extrémisme conservateur, mais à un moment donné, je veux dire, s'il n'y a plus de règles, s'il n'y a plus de croyances, s'il n'y a plus d'éthique, s'il n'y a plus rien, eh bien, le pays, le continent part en sucette, on le voit en Europe. Et dans le business, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut des règles et suivre les règles, les inculquer de la même façon qu'on inculque comment faire des clients ou des partenaires d'affaires, inculquer des valeurs parce que c'est ces valeurs-là qu'il faut transmettre et en les transmettant, on protège à la fois sa compagnie,
son organisation et l'industrie. Moi, je voudrais savoir, avant de terminer cette entrevue, je te posais la question, je pose à tous mes invités, c'est la question sur les trois conseils que tu pourrais partager à des gens là qui vont te découvrir. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il y a des milliers de gens qui vont découvrir cette entrevue, mais tu as des gens qui sont là dans l'industrie depuis un certain temps, mais qui n'ont pas spécialement de résultats, qui aimeraient en avoir, d'autres qui viennent d'y arriver il y a peu de temps. Trois conseils qui, toi, aujourd'hui, en faisant déjà 10 cas par mois, quand on sait qu'il n'y a que 5% des actifs en France qui font que plus de 5 000 € par mois, alors des 10 cas, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Trois conseils que tu sais que les gens, là, s'ils les appliquent de suite, là, maintenant, avec l'effet cumulé, ils vont avoir des résultats. Je veux dire, c'est sûr et certain. Alors, parfait, j'en ai trois directs. Le premier, c'est ce que je dis à tous les gens qui me disent la fameuse question, quel est le meilleur conseil que tu pourrais me donner aujourd'hui si tu devais m'en donner qu'un? Le meilleur conseil que moi je puisse donner à quelqu'un aujourd'hui, qu'il ait commencé depuis hier ou depuis très longtemps, c'est arrêter de vous baser sur la personne que vous êtes, que vous étiez quand vous avez démarré pour faire des choses dans cette industrie. La personne, la nature de la personne que vous serez quand vous aurez réussi n'aura rien à voir avec la personne que vous êtes au moment où vous avez démarré. Donc, si vous vous basez uniquement sur vos capacités quand vous démarrez, vous êtes mort, vous êtes cuit. Donc, forcément, on parle de développement personnel, d'évolution personnelle. Donc, ne vous basez pas sur la version que vous êtes quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Basez-vous sur les compétences que peuvent avoir la personne que vous serez quand vous aurez les résultats et ce que vous devez faire pour y arriver et donc pour tendre vers cette version. Donc, arrêtez de vous mettre des barrières vis-à-vis de la personne que vous êtes quand vous vous lancez. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Faites vos premières fois dans le business. Faites toutes les premières fois que vous pourrez. Première présentation, première facecam, premier event, première invitation, premier tout. Même si c'est mauvais, dans tous les cas, il faut commencer pour devenir bon. Donc, il ne s'agit pas de savoir pour faire, il s'agit de faire pour comprendre. Donc ça, c'est le premier conseil que moi, je donnerais. Le deuxième conseil, c'est deux conseils qui se connectent. C'est-à-dire, pour moi, les deux compétences pour la réussite de quelqu'un qui veut commencer à avoir du succès, c'est un, l'entraînabilité et deux, la coachabilité. Parce qu'il y a une différence pour moi entre être entraînable et être coachable. L'entraînabilité, pour moi, c'est l'aptitude à accepter le fait d'avoir besoin de mentorat. Ça veut dire que tu démarres avec quelqu'un, tu fais confiance à quelqu'un quand tu démarres et quand tu t'inscris parce que tu ne peux pas démarrer le MLM sans avoir de mentor ou de upline. Donc, tu dois accepter le fait que tu vas être coaché. Donc, c'est déjà avoir le désir d'être coaché, pas juste mentoré, mais d'être coaché, d'être un peu secoué, d'être un peu à un moment donné, être envoyé dans les cordes, dans ta zone d'inconfort, etc. Donc, avoir la volonté d'être entraîné. Et pour moi, ça, c'est l'entraînabilité. Donc, la conscience de je veux du mentorat. Et la coachabilité, c'est pas juste faire ce qu'on te dit, c'est ton aptitude à appliquer vite et rapidement tous les conseils qu'on te donne. Parce que quelqu'un qui dit, ouais, ça fait une semaine que tu m'as dit de faire ça, je l'ai fait hier, bah pour moi, c'est pas quelqu'un de coachable. Parce que la coachabilité, c'est si je te dis A, c'est parce que je sais que là, tout de suite, maintenant, ce que tu as besoin, c'est A. Donc, si tu mets une semaine à mettre A en place, ça veut dire que ta volonté de réussite, en réalité, elle a une semaine de latence entre ta volonté et ce que tu mets en place. Donc, Et le un, succès aime la vitesse. exactement, et le succès aime la vitesse. Donc, l'entraînabilité, c'est accepter le fait d'avoir besoin de mentorat et donc la volonté d'être coaché et donc forcément d'appliquer rapidement. Et la coachabilité, bah, c'est de le faire, c'est d'appliquer rapidement les conseils et de directement partir en action. Et je sais que ça sent un peu, ça ressemble un petit peu à des conseils bateaux parce qu'on dit tout le temps, il faut être coachable, mais je vous assure qu'en tant qu'ancien sportif de haut niveau, je ne remettrai jamais autre part que dans les mains de mon coach la connaissance de ce qu'il faut faire sur le terrain. Parce que s'il est là, c'est pour une raison. S'il est là, c'est parce qu'il a le savoir que moi, j'ai pas forcément et l'expérience que j'ai pas forcément. Donc, s'il me dit, on va faire ce système-là, on fait ce système-là. Et quand on gagne un match et quand on gagne un championnat, c'est ce qui prouve justement, un, la compétence du coach, mais l'aptitude justement du joueur aussi à appliquer les conseils du coach. Donc, si tu veux gagner avec ta upline, commence par appliquer ces conseils et à mettre moins de temps à les appliquer. Ça, c'est les trois conseils que je donnerais facilement. Les amis, c'était Monsieur Hugo Sanchez. Je vais mettre en description son lien Instagram. N'hésitez pas à le contacter. Ce sera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Likez cette vidéo. Commentez, bien sûr, cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais, et ça, c'est vraiment important, partagez à toutes vos équipes toute la valeur ajoutée qu'a partagé Hugo parce que c'était incroyable.
À 25 ans, j'ai rarement vu un aussi haut niveau de dev perso. Vraiment, tout ce qu'il vous a partagé, mettez-le en application. Vous êtes condamné à avoir des résultats. Merci beaucoup, Hugo, pour tout ce Merci à toi. partage. Merci à toi pour l'invitation, avec grand plaisir. C'était On se retrouve à incroyable. Spartak. On se voit à Spartacus, bien entendu, au plus grand Spartacus jamais organisé de l'histoire. On attend plus de 3 000 personnes. Ça va être fou. Ça va être dingue. Les amis, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis, bien sûr, sur 10 générations. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.